Il est donc 18h34. Nous ouvrons la séance du conseil municipal du mercredi 13 novembre 2024. Très bien. Alors, on va tout de suite commencer par faire l'appel pour s'assurer du quorum, quand on a quelques absents. J'ai pas fait mes exercices. Je vais réussir ma voix. Bien. Justin Arnaud, absent. Amandine Boutan. Présente. Romain Coquille. Présent. Abraham Chivaley. Présent. Elisabeth Darac. Présente. Manuel Davio. Présent. Stéphane Donneux. Présent. Noélie Dulaurier est absente et a donné le pouvoir à Manuel Davio. Sophie Duperron est absente et a donné pouvoir à Stéphane Donneux. Lui-même. Sonia Guillory-Labuzan. Présente. Maxime Larondelle. Présent. Catherine Ledagre. Présente. Vanessa Leroy. Présente. Céline Madila-Cerise. Présente. Rose Pedrera-Afonso présente. Sonia Rabot a donné pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophia Rick, absente. Christophe Trottin a donné pouvoir à Vanessa Leroy. Et Samir Youssouf Ibrahim a donné pouvoir à Amandine. C'est bon? Oui. Et j'allais finir ma phrase et on embrasse très fort notre Samir qui a eu quelques soucis de santé. Et donc on pense fort à lui. Je le remercie parce que malgré sa convalescence, il a quand même pris le temps de venir en mairie, déposer le matériel pour que ce conseil municipal puisse encore une fois être filmé, ce qui est dans le souhait de notre municipalité de continuer à être transparent sur ces conseils municipaux. Je remercie aussi le public. Alors ils sont deux, ils sont fidèles. C'est important de les saluer. Moi, je voulais juste poser une question. Oui. Les opposants du conseil municipal ne sont pas là, aucun. Ils ne donnent pouvoir à personne. Si, seulement Noélie Dulaurier. Oui, Madame Dulaurier a donné... Oui, mais les deux autres, Non. donc ils sont. Donc leur vote n'est pas représenté. Leur vote n'est pas représenté. Oui. C'est pas obligatoire. Non. C'est à vous de faire en sorte que votre voix compte en vous déplaçant quand il y a une obligation de présence à la séance d'un conseil municipal. C'est l'engagement que vous avez pris en vous présentant en effet face à nos habitants. D'accord. Chacun prend sa responsabilité. L'essentiel pour nous, en tout cas, c'est que le quorum soit atteint, c'est-à-dire la moitié plus 1. Donc que vous soyez au moins autour de la table plus 10 élus, je crois qu'on peut le dire, et je le déclare donc que le quorum est atteint. D'accord. Je vous propose de nommer une secrétaire de séance. Alors en général, Sonia se dévoue. On la remercie, Sonia Labuzan, qui sera donc notre secrétaire de séance. Et on va procéder à la signature du procès verbal de la dernière séance, si vous n'avez pas de remarques sur le PD. Et comme d'habitude, j'en profite pour faire un petit discours de situation ou d'introduction. Et là, en l'occurrence, je voulais parler d'un courrier que j'ai reçu de l'AMG, de l'Association des maires de Gironde, hier, au sujet du projet de loi de finances, qui va fortement impacter les collectivités. On commence à avoir des mesures concrètes arriver. Et donc, je voulais vous lire quand même les premiers paragraphes. Je ne vais pas tout vous lire, mais ça va vous donner, j'espère, une vision des premières mesures qui vont impacter notre budget 2025 déjà. Donc le gouvernement a récemment annoncé des mesures visant à imposer aux collectivités locales un effort financier de moins 5 milliards d'euros, dont 3 milliards seront directement ponctionnés sur nos recettes réelles de fonctionnement. Ces mesures incluent une baisse du fonds de compensation sur la TVA, donc le FCTVA, et un gel de la dynamique de TVA, réduisant ainsi nos capacités d'investissement. Par ailleurs, le projet de loi de finances de la sécurité sociale prévoit une hausse de 4 points des cotisations patronales des employeurs territoriaux pour combler le déficit de la CNRACL, soit une charge de 1,3 milliard d'euros par an dès 2025 pour aboutir à 5 milliards en 2027. L'impact cumulé de ces ponctions sera accentué par l'inflation et les coûts liés à la transition écologique et menace l'investissement local, les services publics et la transition écologique. De plus, les charges réglementaires comme l'amortissement de la voirie et la régulation thermique des bâtiments alourdissent également le fardeau financier des collectivités, alors qu'elles jouent un rôle crucial dans le développement économique, social et environnemental. Toutes ces mesures, dont l'efficacité de la réduction du déficit de l'État n'a aucunement été démontrée, mettent en péril
la capacité des élus à répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Je m'arrêterai là pour cette lettre de l'Association des maires de Gironde, qui est le relais du point de vue de l'AMF, donc l'Association des maires de France, dont le vice-président, M. André Léniel, a aussi pris position sur certains médias, et il n'y va pas par quatre chemins. Il dit clairement que le projet de budget 2025 est une véritable razzia sur les finances locales. Ce projet impose la réduction de l'équivalent de 50% de leur autofinancement net, donc de notre autofinancement net. L'autofinancement, c'est ce qu'il reste quand la commune a payé toutes ses charges de fonctionnement. C'est avec ce surplus qu'elle enclenche ses projets d'investissement. C'est en tout cas et surtout le modèle de notre mandature à nous ici à Caen. On a choisi d'investir uniquement à partir de ce que nous pouvions dégager sur nos recettes de fonctionnement. Nous n'avons pas eu recours au crédit, car comme nous l'expliquons depuis le début du mandat, la commune est déjà endettée. Non pas surendettée, parce que ça c'est impossible pour une commune, contrairement à l'État d'ailleurs. Notre stratégie budgétaire a été claire et pour le coup visionnaire étant donné la période de restriction qui s'abat sur nous. Et donc notre stratégie, elle a été d'augmenter l'autofinancement, c'est-à-dire de travailler sur le contrôle de nos dépenses de fonctionnement, mais aussi d'augmenter nos recettes. Mais non pas par l'augmentation des impôts, sachant que les impôts, on le sait, ont augmenté par des décisions aussi de l'État sur la révision des bases. Mais nous avons décidé de travailler sur l'optimisation de notre patrimoine au travers de notre plan bâtiment, c'est-à-dire le fait de se poser la question de nos richesses internes, notamment de nos bâtiments, qui pour certains étaient inoccupés quasiment à notre arrivée en 2020. Et nous nous sommes dit qu'effectivement, c'est peut-être sur ce sujet qu'on aurait un levier de recettes, donc en trouvant des commerces, donc ce qui est aussi un service à la population, mais surtout en recevant des loyers, et donc en augmentant nos recettes de façon pérenne. À ça, c'est ajouté aussi tout notre travail sur la tarification, notamment la salle Bellevue, et je dois déjà le souligner, mais on en parlera sûrement au prochain conseil sur le budget. La salle Bellevue, avec tous nos choix, notamment d'optimiser, d'encourager sa location, même si en augmentant ses tarifs, a fait que cette année, nous sommes à une recette de 24 000 €, quand l'année dernière, nous étions à 9 000, c'est ça ? Donc 9 000 à 24 000, c'est presque 3 fois ce qu'on en tirait l'année dernière. Donc en tout cas, tout ceci, toutes ces mesures, en plus d'apporter aussi de nouveaux services à la population, encore une fois, l'idée c'était aussi de faire d'une pierre plusieurs coups, même plus que deux coups. Tout ceci a contribué à réduire notre taux d'endettement, ce qui pouvait nous laisser espérer d'envisager le recours au crédit dans les prochaines années de manière sereine. Évidemment, plus c'est comme dans nos foyers, encore une fois, plus on augmente nos revenus par mois, mensuels ou annuels pour la commune, et plus on peut imaginer qu'on a un peu plus de marge de manœuvre pour prétendre à un nouveau crédit. Voilà, tout ceci, ça va un petit peu être ralenti, a priori, par toutes ces mesures. Parce que tout simplement, ça a pour conséquence de réduire notre marge de manœuvre sur l'autofinancement, puisque l'État a décidé que l'autofinancement serait la variable d'ajustement des collectivités. Bon, je n'ai pas envie de rentrer sur un débat politique parce qu'on sait que voilà, là il y a forcément une période un petit peu compliquée pour tout le monde et que nous sommes là en tant que responsables de la force publique et donc on s'adaptera comme on a toujours su le faire. Je pense même que, et je crois que c'est un peu aussi ce que disent tous les maires de France, je crois même que l'échelon local et l'échelon des communes, c'est celui qui est le plus en capacité de s'adapter, de chercher dans sa force de résilience d'autres moyens de continuer à investir, mais ça va être difficile. Donc j'espère que nous trouverons encore des moyens de continuer à prolonger nos projets, notamment notre plan bâtiment qui touche presque à sa fin quand on aura trouvé et aménagé et équipé notre galerie marchande, qui était le dernier bâtiment qui nous intéressait et nous questionnait en début de mandat. Voilà. Bon, les relevés de décision, vous avez pu les lire. Est-ce que vous avez des remarques autour des relevés de décision ? Pas spécifiquement. Ils seront de toute façon, toujours pareil, sur le PV de cette séance, donc les candidats pourront aussi constater tout ce qui a été engagé sur ces derniers mois depuis le dernier conseil municipal.
On va passer à l'affaire numéro 1, qui est donc l'instauration de la décision modificative numéro 2 au budget primitif principal 2024, en vue de procéder à l'augmentation du montant de l'autorisation de programme et du crédit de paiement numéro 1 de l'APCP numéro 2024-01 pour le projet d'investissement du parking de la mairie. Et je laisse la parole à l'adjoint en charge des finances, Maxime Lambert. Donc, pour faire simple, cette autorisation de programme, elle était prévue sur 2 ans, 2024 et 2025, à hauteur de 190 000 € sur l'exercice 2024 et 160 000 sur l'exercice 2025. Ça, c'était à l'époque des premiers devis qu'on avait reçus, etc., etc. On avait pu faire des comités de pilotage, un cycle de création de la PCP un peu plus long qu'un programme classique. Donc, on avait anticiper des montants qui s'avèrent être dépassés en réalité. On n'est pas sur un total de 350 000, mais sur un total de 420 000. Donc il faut qu'on revoie nos positions par rapport à ça. Il y a un surplus de 70 000 qu'on vous propose de répartir principalement sur l'année 2024 à hauteur de 50 000. Donc on passerait de 190 000 à 240 000 sur 2024. Et on ne reporterait que les 20 000 supplémentaires sur l'année 2025 pour passer de 160 000 à 180 000. Alors les dépassements ont été, parce que les travaux étaient plus compliqués que prévu, avec des traitements des eaux, notamment traitement des eaux de pluie, et la proximité de l'Estey a compliqué un petit peu les matériaux et la technique qu'on devait employer parce qu'on est sur une zone sensible, naturelle. Donc ça, on n'a pas pu l'anticiper au départ. La bonne nouvelle, quelque part, et c'est un peu pourquoi on met un peu plus sur 2024 que sur 2025, c'est que cette année, c'était aussi l'année de réalisation des travaux de la route de Baragne en haut, qui étaient, eux, provisionnés à 380 000 ou 360 000 et n'ont coûté que... Non, 380 000 et n'ont coûté que 265 000. Donc finalement, les économies qu'on réalise là-haut nous permettent d'absorber le surcoût de cet espace là derrière la mairie. Comme les économies Baragne sont en 2024, on positionne en même temps beaucoup plus d'absorption sur 2024 pour pas trop léser le budget 2025, qui va être, comme disait Rose, un peu plus compliqué. Donc ce qu'on vous propose, c'est ça, c'est de modifier les montants prévus au budget primitif, alors 2024 et 2025, parce que c'est une opération sur 2 années. Et de passer de 190 000 à 240 000 en 2024 et de 160 000 à 180 000 en 2025. J'entends c'est l'équipe de la CDC qui vient nous présenter. J'ai oublié de vous dire qu'à la suite de nos délibérations, un groupe de travail de la CDC viendra nous présenter la charte du vivre ensemble. On y reviendra tout à l'heure. Par rapport à ce sujet, là encore, je suis un peu plus, comment dire, pas en colère parce que j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, je suis là aussi un peu contrariée parce qu'effectivement, on nous a demandé on nous a demandé d'être très soucieux de beaucoup de l'environnement, de la résilience, etc., de ce travail autour de la gestion de l'Estey, de faire attention d'avoir un impact on va dire le moins négatif possible, voire un impact positif, en travaillant sur la qualité de nos sols, qui soit le plus perméable possible. Et en effet, on peut le constater, pour ceux qui se garent quotidiennement dans ce parking, je vois plus ces énormes flaques d'eau qui étaient quotidiennes à la moindre pluie. Mais ceci dit, on nous a exigé énormément de travail sur la qualité des matériaux parce que derrière, nous devions pouvoir prétendre à beaucoup de subventions, des subventions comme le fonds vert, des subventions auprès des départements, qui petit à petit commencent à s'amenuiser, voire même ne pas... Voilà. Et là, c'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas demander à nous, collectivités, de porter seule cette résilience écologique. On ne peut pas ne pas nous soutenir, et à partir du moment où on engage quelque chose, un dossier avec nos partenaires financeurs, c'est très difficile de se rendre compte à la fin que tout ça c'était que des promesses et qu'on se retrouve un peu seul à porter cette charge. Il n'y a aucun problème, la commune, en tout cas la municipalité, assume tout à fait ses choix environnementaux, parce que oui, c'est nécessaire, on ne peut pas non plus ne pas être
un devoir d'exemplarité parce qu'on va demander exactement la même chose à tous les propriétaires privés le long de nos estais, de nos espaces naturels. Donc il était évident que le premier devoir de la commune, c'était d'être dans l'exemplarité. Ceci dit, si on avait su avant que ce serait difficile, peut-être qu'on aurait pu faire un APCP non pas sur 2 ans, mais peut-être sur 3 ans. Et je ne m'interdis pas, parce qu'on va faire un point vendredi avec nos maîtres d'œuvre, je ne m'interdis pas de vous proposer de travailler avec eux encore un dernier phasage sur 2026, sur tout ce qui était un peu plus superflu, etc. Parce qu'on va bien devoir faire là au mieux et compter nos sous. L'année prochaine, on va compter nos sous. On ne va pas arrêter les projets, en tout cas pas ceux qui sont enclenchés évidemment, mais on va faire en sorte de ne pas oublier tout ce qui était à l'ordre du jour et sur lequel on travaille là maintenant déjà en préparation du prochain budget. Voilà. C'était le petit, on ne va pas appeler ça un coup de gueule, mais enfin... Mécontentement. Mécontentement. C'est vrai, je n'ai pas des mots là, tellement c'est quand même un peu... voilà, c'est une période qu'on sent venir un peu complexe. Est-ce que vous avez des remarques autour de ce projet ? Bon, je dois quand même dire que ces remarques, il faut quand même le dire, parce que là, on n'a pas notre opposition, donc là, nous sommes tous évidemment là, et on en a discuté la semaine dernière. Je tiens à signaler aussi que certains élus étaient contrariés aussi par l'augmentation de cette enveloppe, c'est important de le dire. C'est pas parce que là, il n'y a pas de débat qu'il n'y a pas de sujet sur ces enveloppes qui en plus augmentent avec le coût des matériaux, etc. Et tout ça fait que, voilà, on le fait parce que de toute façon, on est engagé dans ce projet, mais voilà, on va s'adapter, mais tout ce qu'on pourra faire pour que ça reste confortable pour la municipalité et pour qu'on continue d'espérer rendre une belle copie à la fin du mandat, on le fera. Mais s'il n'y a pas de remarques, je vais tout de suite passer au vote. Non, je vais vous soumettre les propositions. Je vais pas trop rire les propositions. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de modifier donc cette APCP, qui est donc la délibération numéro 2024-210 du conseil municipal en date du 12 février 2024. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'était pas sur les bons montants, c'est qu'en février on n'avait pas encore, on avait anticipé beaucoup de choses grâce à un DT très tôt, mais voilà, il y avait à prévoir ces réajustements. Donc, de modifier le montant initial donc, du programme dans sa globalité de 350 000 à 420 000, de modifier le montant initial du premier crédit de paiement donc pour l'année 2024 de 190 000 pour le porter à 240 000, et de modifier donc le deuxième crédit de paiement pour l'année 2025 de 160 000 pour le porter désormais à 180 000. Voilà, écoutez, est-ce que j'ai besoin de tout lire, tout le reste c'est du détail qui dit qu'effectivement nous irons chercher ce qui manque sur la ligne sur la ligne de la sécurisation Barral, sur le projet Barral, qui lui est excédentaire, donc on va pouvoir l'un dans l'autre rester sur notre enveloppe globale d'investissement. Je vous propose donc de constater l'équilibre du budget primitif 2024 en recettes et en dépenses, toutes sections confondues, et donc d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Christophe. Oui. Une abstention. Qui est contre? Et qui est pour? Très bien. Merci à tous. Donc, c'est une délibération approuvée à la majorité. Affaire numéro 2. Mise à jour des tarifs communaux. Eh bien, c'est encore la parole à monsieur Maxime Lambert. Oui, alors ça concerne uniquement la salle Bellevue. Madame le maire en parlait tout à l'heure dans la belle évolution des recettes liées aux réservations diverses et variées. Bon. Juste à savoir, c'est une salle qui, grosso modo, coûte à la commune un peu plus de 30 000 € par an pour son fonctionnement et son financement. Aujourd'hui, on est rendu à une somme de 23 700 € de recettes. Donc, ce qui serait pas mal, c'est de se rapprocher des 30 000, parce que cette salle, quelque part, continue à se financer, mais qu'elle nous paye. Elle se paye par les locations. Ne pas oublier non plus que c'est une salle dans laquelle, comme elle est demandée, elle est louée,
et qu'on devient petit à petit un petit peu exigeant sur les tarifications, notamment pour les non-cambais, on doit un niveau de service aussi. Donc on a équipé petit à petit cette salle, la cuisine s'améliore, on met des matériels supplémentaires, on a revu complètement le système de chauffage, climatisation cette année, et ça c'est des dépenses obligatoires pour pouvoir continuer tout simplement à la louer. On sait qu'un jour on aura sans doute un sol à refaire sur cette salle, parce que ça commence à lâcher à 2-3 endroits. Donc il ne faut pas perdre les recettes qu'on pourrait obtenir. Et en plus, on a quand même des retours très positifs des gens qui l'ont loué, notamment en nous disant c'est diablement pas cher. Donc on avait aujourd'hui 3 niveaux de prix, Cambay, résidence CDC et hors CDC. On vous propose de simplifier la gamme tarifaire au regard des locations qu'on a eues, à leur savoir 44% étaient des Cambais, 28% étaient des personnes résidant sur la CDC et 28% aussi étaient en dehors du territoire CDC. On vous propose pour le tarif de cette salle pour l'année, alors bien sûr les locations sont déjà validées, on ne changera pas les prix, mais les nouvelles locations qui seraient demandées, on vous propose de simplifier la gamme à 2 tarifs, un tarif Cambay et un tarif non Cambay. On supprimerait le tarif CDC. Le tarif Cambay serait toujours à 600 €, lui on ne le bouge pas pour la première location. On le porte à 1200 pour la deuxième et à 1500 pour la troisième, sachant que quasiment toutes les réservations qu'on a eues étaient des premières locations. C'est juste un levier pour éviter... Et c'est un levier pour éviter une éventuelle location pour le compte d'eux. Et une tarification non Cambay qui, elle, est en hausse. On démarrerait à 2100 € TTC pour la première, 3000 pour la deuxième et 3500 pour la troisième. Là aussi, on a très peu de deuxième et de troisième location. L'idée, c'est de se rapprocher, je vous dis, de se rapprocher des 30 000 €, voire, si possible, de les dépasser légèrement, mais que au moins cette salle s'autofinance, entre guillemets. Il y a juste un truc là que je n'avais pas saisi la dernière fois. Ça veut dire que dans le cas des Cambay, il fait 600 €, Oui. il fait donc un mariage. Oui. L'année d'après, il ferait... L'année d'après, ça compte pas. Ça compte pas. C'est annuel. C'est deuxième location sur la même année. C'est pour ça qu'on en a trouvé. D'accord. C'est surtout parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y a beaucoup de triches, c'est-à-dire que... Oui, j'ai compris. Des gens demandent à des Cambay pour louer au prix Cambay. Donc c'est par an. Donc une fois ça marche, la deuxième fois ça commence à être plus compliqué. D'accord. Mais d'autant que le prix Cambay, il est justifié, il est vraiment anormalement bas, Oui. on dit ça comme ça sur le marché, mais il est justifié par le fait que les Cambay payent cette salle Oui, par leur impôt. tout à fait. Moi, je pourrais être transparente, je n'étais pas contre l'augmentation de Cambay, parce que c'est vrai qu'elle est très basse, mais le conseil municipal estime qu'en cette période, surtout de difficulté pour tous, il n'y avait pas nécessité d'envoyer un message comme celui-ci auprès des Cambay. Donc c'est maintenu pour les Cambay, et effectivement l'extérieur s'est augmenté. On Et la verra si suppression du tarif CDC. parce qu'en plus on s'est rendu compte que dans les autres communes ça n'existe pas. Il n'y a aucune Et raison. les autres communes ne le font pas. Les autres C'est communes ne le font l'usine pas. à gaz, quoi. Bon, mais les autres communes ne le font pas, puis après tout, il n'y a aucune raison d'être. Les habitants CDC ne payent pas par l'impôt quoi que ce soit dans cette salle. Donc pourquoi leur faire un. Et la potentialité de triche, on ne peut pas la vérifier. Oui, C'est-à-dire qu'un non-CDC peut demander à un CDC de la louer, donc qui a on été ne peut pas vérifier. Ouais, Donc en fait c'est plus d'ennui qu'autre chose. voilà. C'est sans doute pour ça que les autres communes ne le font pas. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce sujet? Bon, on espère que cette stratégie sera la bonne parce qu'effectivement, le danger, c'est parce que c'est pas notre métier, c'est qu'en augmentant des tarifs, on peut aussi perdre des réservations éventuelles. Non. Et bon, ça c'est la spécialiste qui le dit. Si elle le dit, on peut la croire. Sachant qu'en réalité, pour l'année prochaine, je me suis renseignée auprès de nos agents, c'est quasiment déjà... Mais ça va être complet d'une année sur l'autre. C'est déjà... Donc en réalité, c'est ça, on vérifiera cette mesure sur plutôt 2026. Nous manquons cruellement de salles pour se réunir. C'est vrai. Mais c'est bien parce que ça participe au rayonnement de la commune. donc c'est bien. Ouais. J'ai eu une demande très intéressante il y a quelques temps, et là pour le coup c'était par les pompiers, le SDIS,
sauf qu'il demandait une salle de 300 personnes Eh ben oui. assises, et Eh ben assises, oui. malheureusement, elle n'y est pas. Mais voilà, et puis on a peut-être un souci pour l'instant sur le Wi-Fi, sur l'accès Non, ça Internet. c'est le Wi-Fi, c'est important. Bon, la fibre, il va falloir que... J'espère qu'ils ne nous ont pas oubliés d'ailleurs sur ce maillage territorial. Il faudra peut-être vérifier. Oui, ils doivent passer pour Oui, c'est vrai. Pour les C'est résidents. vrai. Oui, il ne faudra pas qu'ils... Oui, c'est ça. Il faudrait faire installer une ligne, oui, c'est ça. Ah oui, c'est Et ça. oui, s'il n'y a pas de ligne, bien sûr qu'ils y pensent. En fait, je crois que c'est la base, c'est ce qu'ils ont de base. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les tarifs, l'augmentation des tarifications pour les extérieurs? Les propositions soumises au conseil municipal sont donc de valider l'opportunité de modifier la délibération numéro 2024-230 du 10 juillet 2024 en vue de modifier les tarifs de la salle Bellevue au regard de l'ensemble des travaux d'amélioration du confort qui ont été réalisés cet été et des nouveaux frais qu'ils engendrent. Acter les nouveaux tarifs suivants, donc on l'a déjà dit, je parle juste de la première location, donc de maintenir les 600 € pour les cambais, pour la première location, et donc à 2100 € pour les non-cambais. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien. Et qui est pour? C'est donc validé à l'unanimité. Affaire numéro 3. La délégation du conseil municipal au maire pour procéder à l'admission en non-valeur des créances communales inférieures à 100 €. Maxime Larondel. Ouais, vous savez que bon, quand la commune émet des titres de recettes à des particuliers et ben nous on a un suivi comptable derrière, il y a parfois des impayés. Les impayés, eh ben on va les chercher, hein, mais c'est pas toujours évident, notamment sur les petites sommes, parce que aller recouvrir une somme de moins de 100 € vous coûte souvent plus cher que cette somme elle-même. Malgré tout, on a voulu positionner un seuil à 100 € parce qu'avec ce seuil-là, à peu près 80% des impayés, on arrive à les récupérer. Il y a une petite partie qui est en dessous le seuil de 100 € qu'on n'arrive pas à aller chercher. Et quand bien même vous l'avez, c'est l'État qui le récupère en fait, puisque c'est des prélèvements sur salaire, des saisies, etc. Et ça ne revient pas chez nous. Donc nous, aller payer pour aller récupérer quelque chose que potentiellement on n'aura jamais, et qui va nous coûter plus cher à aller chercher, ça n'a pas grand intérêt. Je n'ai pas le montant en tête, mais ça ne doit pas représenter des sommes très volumineuses, mais c'est voilà, donner l'autorisation à le maire Justement, juste pour les sommes d'abandonner inférieures. quelques recours. Ça signifie juste que pour les sommes supérieures à 100 €, et c'est aussi très souvent le cas, ça ne pourra pas être autrement que par conseil municipal. Vous m'arrêtez si je me trompe, Guillaume. Donc c'est réellement juste pour gagner en flexibilité. Ce sera évidemment après communiqué lors d'une séance de conseil municipal, mais ça nous évite juste de devoir à chaque fois nous réunir pour des sommes inférieures à moins de 100 €. Un peu comme les décisions municipales. Exactement, comme les décisions municipales. Voilà, tout ce qui est à sujet sur... Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont donc de donner délégation à Madame la maire dans la limite du montant maximum de 100 € afin de décider de l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables proposées par le comptable public. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vais trop vite et alors on essaye d'accueillir nos autres. Je procède au vote. Désolée. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc une délibération approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Affaire numéro 4. Approbation du principe et autorisation de décrocher le jardin de la parcelle de la galerie marchande en vue de diviser et de vendre aux deux voisins limitrophes et financer ainsi les travaux de transformation du bâtiment en commerce moderne. Monsieur Stéphane Donneux. C'est bon. Alors, comme vous le savez, on travaille avec la société TIJA depuis à peu près 1 an pour retrouver un partenaire qui puisse apporter une activité commerciale dans la galerie. Alors, ce projet il s'inscrit dans une double continuité politique.
annoncé il y a 2 ans. Tout d'abord, une stratégie financière permettant à la commune de maximiser son autonomie financière par ses recettes propres au travers de la mise à disposition de son patrimoine immobilier, c'est ce que disait tout à l'heure Mme la maire, mais également la dynamisation du centre-bourg au travers d'un développement d'activités commerciales de ce dernier au bénéfice des habitants. Ici, enfin, jusqu'à présent, ils étaient tributaires des commerces présents sur les autres communes. Donc la société Carrefour s'est positionnée depuis 1 an et les transactions semblent, malgré leur durée, avancer vers une issue plus que positive. Bien qu'il soit prévu dans le cadre de la future mise à disposition que le repreneur finance une bonne partie des travaux de transformation du bâtiment, il va quand même y avoir un reste à charge à la mairie. Donc lors des tractations avec l'éventuel futur repreneur, il s'avère que le jardin en arrière-cour n'a aucun intérêt pour eux. Et il sera en plus une charge pour nous d'entretien et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc à contrario, en fait, les 2 propriétaires qui sont limitrophes de la galerie, eux sont intéressés pour agrandir leur propre jardin en arrière-cour. Donc au regard de tout ça, il semble donc légitime de procéder au décrochage de ce terrain pour le vendre aux 2 voisins respectifs en but de réinvestir la somme dans les travaux de réhabilitation de la galerie, permettant ici l'installation d'un commerce de proximité au bénéfice des Cambais. Donc le jardin en question, il fait 309 m², donc il serait divisé en 2 lots, un lot de 174 m² et un lot de 135. Donc il a fait l'objet d'une estimation à tout immobilier de 36 000 € net vendeur. Donc désormais, en fait, tout est prêt à acter la vente, mais on doit donc le valider au conseil municipal. Voilà. Ça fait combien de mètres carrés? Bon, ben, faut diviser, 309, tu fais 36 000 par 309. On a un qui C'est OK pour les acheteurs? Ah oui, 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 bien sûr, oui. Oui, oui. Tout à fait. 12 € Voilà, voilà. mètre carré. Ah oui, c'est ça. Mhm. Oh, c'est incroyable. Ça existe encore. Après, Ouais, mais le ce lieu- jardin est très, très mal situé. Il est Oui, complètement il est enclavé enclavé. 120. entre 2. Ah, 120, 120. Oui. Il est enclavé entre 2 résidences et la galerie marchande de devant, donc si tu veux, il est Ah, Donc c'est le pisciniste et le voisin. Oui. à côté. De toute façon, c'était la seule solution. Non, mais c'est bien. Mais c'est très bien. C'est très bien. Nous, ça nous donne, c'est une aubaine, ça nous donne C'est l'aubaine. Elle entretient une parcelle, parce qu'on a déjà ce genre de cas d'une petite parcelle au milieu de plusieurs propriétaires Bah ouais. Avec aucun accès. avec aucun accès. On est obligé d'aller entretenir, de demander au propriétaire. De l'entretenir. Non, non. Pour l'entretenir, c'est Un droit pas de passage. pratique du tout. Et c'est un morceau qui a été laissé, on ne sait pas pourquoi. Inutile, vraiment. Complètement Une inutile. anomalie cadastrale. C'est Le ça. banc Il y de... en a plein dans les villages. Oui, Ouais, mais celle-là, Elle est costaud. très embêtant. c'est très embêtant. Voilà, donc en fait, c'est surtout qu'effectivement, on n'avait pas d'utilité particulière et par contre, on avait des voisins intéressés et ça nous permet, là encore, c'est toujours le sujet, le moindre sou, tout ce qu'on pourra utiliser qui pourra nous servir à continuer de développer des projets, ben on le prendra, quoi. Évidemment, c'est sans mettre en difficulté personne, mais au contraire, là, c'est encore une fois faire d'une pierre plusieurs coups. Voilà. Vous avez aussi le plan, donc il y sera sur le PV de la séance pour que les candidats puissent constater ce projet, la division du terrain, etc. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce projet? Très bien. Donc, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de décrocher cadastralement le jardin en arrière-cour de la parcelle AH 364 en vue de ne conserver en propriété que le bâtiment de la galerie marchande, de diviser en 2 lots le jardin en arrière-cour décroché en vue de vendre chacun d'eux aux 2 voisins limitrophes, leur permettant ainsi d'agrandir leur propre jardin en arrière-cour, de mandater officiellement l'agence immobilière cambaise Atout Immobilier pour procéder à l'ensemble des démarches afférentes à cette vente, et la société ABAC Géo de géomètre pour procéder au découpage cadastral. Suivant, aujourd'hui. Moi, j'ai une question. Donc décrochage du bâtiment et du jardin en arrière-cour, division du jardin en arrière-cour en 2 entités cadastrales de 174 m² et 135 m².
de vendre les 2 parcelles ainsi créées au prix respectif de 18 000 euros net vendeur, soit un total de 36 000 euros net vendeur pour la commune. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Moi, j'ai juste une question. Oui. Pourquoi on fait appel à une agence immobilière? Oui, je Pour la pense, cotation du terrain. Oui, déjà, on a fait... Non, mais pour la vente, on peut C'est pour pas sécuriser la avoir- banque hein, Déjà, par rapport aux on demandes. Là, on va par exemple faire une étude de sol, ainsi de suite. Il y a Oui, quand même il y a des toujours prendre contact avec le notaire, ainsi de suite. Enfin, on délègue en fait tout ça. C'est vrai qu'il y a charge eu beaucoup de le choses. jour de l'acquéreur. Oui, c'est ça. Oui, oui, on a Oui, des nous, études ça de nous sol. Ouais. Étude de sol. Oui, enfin, ça coûte juste la commission de l'agence immobilière. Mais Non, qui pas a- nous. changement Oui, de- bah, tu prends 36 000, tu Non. peux. Ah non, Ah, c'est net. c'est net vendeur. Net vendeur. C'est en plus. Après, c'est eux qui C'est vont- pas C'est notre eux qui charge. savent. C'est eux qui savent. Et c'est un garantie de transparence parce que là, vous savez que ça a été estimé au prix du marché. Que plus tard, s'il y avait des plaintes D'accord, qui ont fait changer, donc ça a comme été les estimé voitures. ici pour service des domaines et également au service un peu de cette agence immobilière. Et puis on On a vraiment ne pas. C'est ça, on favorise personne, c'est D'accord. passé par l'agence immobilière qui l'a. Mais bon, c'est une question qu'on peut se C'est poser. bien de la poser, effectivement. Si on la vend, on peut rien faire. Exactement. C'est une très bonne question. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Très bien, la délibération est donc approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Ensuite, nous passons à la mise à jour réglementaire de la délibération numéro 24-1219 du 6 décembre 2019, fixant le principe et les montants de participation de la commune aux frais individuels de protection sociale complémentaire et de prévoyance des agents communaux. Et je propose à Cécile, pas du tout, à Céline Laville-Lassolis de présenter l'affaire. Oui, alors l'ancienne équipe municipale donc, qui était présente en 2019 avait mis une politique interventionniste auprès des agents à travers notamment la participation financière de la collectivité au financement d'une part de la protection sociale complémentaire, qu'on appelle plus communément mutuelle santé, et de l'assurance prévoyance, alors, qui est assez caractéristique à la fonction publique territoriale, puisque le salaire des agents est composé d'un traitement indiciaire, donc une partie fixe, et d'un régime indemnitaire, dont une partie variable, qui est souvent discrétionnaire. Quand un agent arrive à 3 mois d'arrêt maladie sur une année, il perd automatiquement quasiment la moitié de son traitement indiciaire. Donc pour pallier cette déconvenue, les agents territoriaux peuvent souscrire une assurance particulière qu'on appelle une prévoyance de maintien de salaire, mais c'est sur leur propre denier. Alors depuis 2019, la commune était adhérente à un contrat global qui était porté au niveau départemental par le centre de gestion de la Gironde et qui permet de proposer par suite aux agents des communes concernées de souscrire à des contrats groupes pour ces deux types d'assurances. Dans cette éventualité, la commune s'est alors engagée à une participation financière. Sur Cambes, les participations depuis 2019 sont donc pour une souscription d'un contrat cadre mutuelle santé entre 10 et 20 euros suivant la catégorie de l'agent qui peut varier de A à C, à B, C. Sur le contrat cadre mutuelle prévoyance, un maintien de salaire, donc la participation de la commune était entre 7 et 12 euros en fonction de la catégorie de l'agent, donc tout en sachant que le contrat cadre mutuelle santé n'était pas franchement attractif, il y avait un seul agent qui en bénéficie. Et le contrat est beaucoup plus attractif dans sa partie prévoyance maintien de salaire. Alors, l'ordonnance de 2021 et le décret de 2022 ont un peu rebattu les cartes et ont redéfini les participations des employeurs publics au financement des garanties, des protections sociales complémentaires de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public, si bien qu'elles deviennent obligatoires à compter du 1er janvier 2025 pour la garantie prévoyance, pour un montant qui ne peut pas être inférieur à 7 euros par agent et par mois, et elle devient obligatoire aussi du 1er janvier pour la garantie santé, pour un montant qui ne peut pas être inférieur à 15 euros par mois et par agent. Donc, considérant, la commune elle sera bien à jour à partir du 1er janvier 2025
pour ce qui est du minimum de participation à la prévoyance de maintien de salaire, mais elle ne le sera pas au 1er janvier 2026 en ce qui concerne les montants minimums de participation à la mutuelle santé. Donc la commune a adhéré par une délibération du 12 février 2024 à un nouveau contrat cadre CDG 33, en cours de mise en concurrence, et on doit délibérer sur la validité de l'adhésion au contrat cadre de la CDG désormais attribué au nouveau titulaire et mettre à jour légalement son montant minimum de 15 € de participation pour la mutuelle santé en catégorie A et B. C'est un peu complexe. Ça veut dire que la commune va prendre les 15 €. Mais on est obligé. C'est obligatoire maintenant. Là, grosso modo, là où avant c'était facultatif et on avait souscrit à des contrats particuliers par le biais de la CDG, aujourd'hui ça devient obligatoire et on est à jour sur certains et pas sur d'autres. Voilà, donc l'idée c'est de délibérer pour se mettre à jour. C'est ça. Et ce qui n'est pas obligatoire l'année prochaine le sera au 1er janvier 2026. De toute manière. Et comme on en avait déjà parlé de ce contrat, donc, comme sur les petites communes, pour être un petit peu plus fort, voilà, c'est le centre de gestion qui va contractualiser ce salaire. Voilà. Et donc, à l'occasion de cette adhésion à cette contractualisation commune avec d'autres communes, justement, bon, bah, quitte à le faire, autant tout faire et être dans les règles, comme ça on est sur la base légale qui sera celle en janvier, on ne va pas y revenir en janvier 2026, sachant qu'effectivement tout ceci n'est que potentiel, ça ne va rien changer à nos finances puisque aucun de nos agents sauf un souhaite bénéficier de ces contrats, et en plus c'est un catégorie C, donc ça ne concerne même pas les changements qu'on va appliquer là, qui sont plutôt des mises donc de mise à la légalité sur les contrats A et B et sur la mutuelle santé, voilà, qui n'est pas utilisée. C'est juste pour être dans les règles et pas y revenir, et voilà. Il fallait le faire, c'était l'occasion. Voilà. Donc les propositions sont mises au conseil, c'est là. Allez, vas-y, on va s'amuser. Est-ce que vous avez quand même des questions autour de ce sujet? Non, on va pas tout à fait compris. Vous avez tous compris. Bon, La question, c'est que vous avez tous compris. oui. Ah oui, j'ai compris. Bien. Alors, les propositions, c'est en tout cas pour le risque santé, de fixer le niveau de participation par agent et par mois, donc c'est un montant en euros, bien sûr, dans la limite de la cotisation versée par l'agent comme suit, donc catégorie A 15 €, catégorie B 15 € et catégorie C 20 €. Pour le risque prévoyance, fixer le niveau de participation par agent et par mois, montant en euros, dans la limite de la cotisation versée par l'agent, comme suit. Donc catégorie A 7 €, catégorie B 8,50 € et catégorie C 12 €. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes, spécifiquement tous les actes relatifs à l'adhésion aux conventions de participation mutualisée proposées par le centre de gestion de la Gironde, ainsi que les éventuels avenants à venir. Ça veut dire que ça augmente les arrêts maladie. Non. Pas la question d'augmentation des arrêts maladie. Ben, si t'es payé plus de 3 mois, C'est une meilleure prise en charge en cas. en cas. Mais ça veut dire que Mais si t'as une meilleure prise en charge. s'ils souscrivent, S'ils souscrivent. Là, Oh, ils vont souscrire. Non, pas du tout. Ben, Non, c'est pas le cas. C'est pas Ça ne change pas. Là, c'est les tarifs, C'est ce plus sont les mêmes intéressant. pour la voilà. Soyons clairs, à part notre catégorie Les A. agents de la fonction publique territoriale sont très mal couverts sur les frais de santé et sur les remboursements à la maladie. C'est pas comme dans le privé. Donc, Ah non, mais dans le privé, on n'est pas couvert non plus. Si. Ah, ben, si. Maintenant, c'est ça obligatoire. s'appelle la convention collective. Ah ouais, mais pas dans ma vie alors. Non, c'est. Oui. Ouais. Pas dans ma vie. Parce que dans ma vie, j'étais pas Oui, payée. longtemps. C'est pour ça qu'on ne s'arrêtait pas. D'accord, mais là c'est. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour certaines personnes, qu'elles comprennent. C'est-à-dire, non, à mon sujet, moi je ne comprends pas ça. Parce que si tu veux, je n'étais pas dans une vie où j'étais payée quand j'étais malade. D'accord, mais parce que. Alors, il faut C'est pas différencier. forcément. Il faut différencier déjà le privé du public. Le code du travail ne s'applique pas aux agents de la fonction publique. Donc déjà, les remboursements qui sont prévus par les conventions collectives dans le domaine privé ne sont pas du tout de la même manière dans le domaine public.
Et ensuite, après, ça va dépendre de ta catégorie, ça va dépendre dans le privé, si tu es gérant de société, si tu es salarié ou autre. On pourra en discuter si tu veux, Catherine, c'est pas peut-être le moment précis. Non. Mais Je lève pas le doigt n'importe comment. non, j'entends Non. bien, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais on pourra en discuter, que je puisse En t'expliquer. Mais le public est très mal. Et j'ai pas envie de lever le doigt n'importe comment. Et la preuve après 3 mois. Et là, on parle de mutuelle, hein, parce que Ouais. vous êtes chez le dentiste, vous êtes en C'est arrêt ça. maladie. Et on vous paye Oui, une là, on partie. parle de parle mutuelle. mutuelle. D'accord. T'as la couverture. C'est dans l'actualité t'as qu'on l'arrêt parle maladie. de carence et de maladie, excusez-moi. Oui, bien Oui, sûr. oui, t'as d'accord. On parle de participation à la mutuelle, donc ça D'accord. n'a rien à voir avec les arrêts les frais maladie. optiques aussi. Et comme ce ne sont pas des mutuelles très... Voilà, la D'accord. plupart, je parle Rien en du tout. nom, la plupart préfèrent bénéficier de la mutuelle du conjoint qui est souvent meilleure. D'accord. C'est J'étais ça. pas partie sur la C'est pas sur... non, effectivement, pardon. Et puis là, a fortiori, même les remboursements. C'est là où Rose disait tout à l'heure, la plupart ne sont pas intéressés. Oui, puis Ah oui, Vous oui, êtes bien tendance sûr. à même jour, les et Sur la si mutuelle l'on- de la famille. même les C'est mutuelles ça. de la fonction territoriale. Mais quelqu'un qui c'est n'aurait pas pas d'autre formidable. solution, au moins il est non Il aura au moins ça. Ouais. Mais oui, moi j'aime bien comprendre. Ils peuvent cumuler les deux. Excusez-moi, je veux être un peu temps, mais je Non, n'ai non, pas c'est de Pas de souci, mais c'est pour ça que je te propose. Et par rapport- je voulais vous dire, c'est assez ardu. Enfin, moi, j'arrive juste, excusez-moi, C'est mais très les technique. textes, moi je me les écris parce que franchement, il y en a, si tu essaies pas de comprendre, tu vas lever le doigt pour rien. Je suis désolée Non, de vous c'est le dire. bien, parce que les questions que l'élu se pose, Les les habitants se habitants. posent. Exactement. Et donc moi, si Oui, j'ai affaire à certains habitants qui oui, me parlent, et moi, si je ne comprends pas ce qu'il y a écrit là, je suis incapable de leur rappeler. absolument. Et donc, j'oriente. Et j'ai pas envie d'avoir honte. Bien sûr. Voilà. Non, c'est important. Excusez-moi. Au contraire, ça peut être une remarque, comment on peut l'expliquer. Ce qui est important, c'est surtout de questionner C'est ça. et de ne pas porter de jugement, parce qu'en plus, Ah non, je ne porte pas de nos jugement. agences sont C'est vrai que j'ai sont dit font partie de quelque cette chose qui n'était pas Bah, très ils font joli. partie de cette équipe. Et je tiens à signaler, puisqu'on en parle de nos agents, je tiens à les saluer parce qu'on a très peu d'arrêts maladie, Oui. si bien qu'on est peut-être une des Et c'est bien dernières pour ça communes que dans je le l'ai dit. secteur qui est assurable. C'est-à-dire que les assurances, quand il y a trop de... Là, vous allez peut-être expliquer un peu plus le sujet, mais À ces tarifs-là. quand on a trop d'absence, trop de congés, d'arrêt maladie, on a une sinistralité plus importante au vu des assurances. Et donc là, c'est aussi un peu la grogne des maires, parce que de nombreux maires ne peuvent plus être assurables. C'est vrai, les assurances. C'est ça. Et notre chance à nous, c'est qu'on a même pu mettre en concurrence des assurances. On a choisi entre Donc, l'ancienne très bien. et la nouvelle. Donc, c'est Donc, ça preuve vous fait un débat que tout le monde supplémentaire. tout le monde fait preuve de responsabilité, tout à fait. Et tout le monde est plutôt... Enfin, je pense que nos agents adhèrent à notre projet et au contraire sont tout à fait portés par ce que nous défendons. Voilà, donc là c'est vrai que c'est plutôt une affaire technico-technique, d'accord, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous, c'est donc une délibération approuvée à l'unanimité, merci à tous. Alors là, Alors, c'est une numéro 6, affaire numéro 6, approbation du rapport annuel 2023 du SIEA sur le prix et la qualité du service public d'adduction en eau potable, d'assainissement collectif et non collectif. Donc là, nous allons demander à Elisabeth Darac de nous présenter les grandes lignes, parce qu'elle fait partie elle fait partie de nos représentants auprès du syndicat des eaux. Comme chaque année, en fait, le syndicat nous présente ses chiffres. Et ces chiffres, nous devons à notre tour les présenter au conseil municipal. Je pense que comme c'est quand même très bien documenté, que ça fera partie du PV, on va peut-être surtout relever, j'imagine que ça a été ton travail Elisabeth, relever les points importants qui intéressent nos habitants, parce que forcément le syndicat parle de toutes les communes sur de nombreux sujets, et je pense qu'il y a surtout des critères, des chiffres qui vont parler à notre population, notamment le prix de l'eau, sa qualité, etc. Donc Elisabeth Darac, je passe la parole. Tout à fait. Alors, dans le fameux rapport, effectivement, on voit un petit peu l'évolution qu'il y a eu entre 2022 et 2023 sur déjà la population qui est desservie. On a pris 1300 habitants supplémentaires en un an. Donc sur les 9 communes qui sont affiliées au SIEA des Côtes de l'Entre-deux. Il y a donc une augmentation de consommation
remboursement de l'eau. Le rendement du réseau pour 2023 est passé à 81%, 0,6 de plus par rapport à 2022. Et on est à un prix de 120 mètres cubes par an de 307 €, 308 quasiment, pour un 294 en 2020, au début d'année 2023. Voilà de ce côté-là. Ensuite, deuxième rapport qui concerne... Là, c'est les volumes. Oui, C'est l'assainissement l'assainissement, tout à fait. collectif. Donc là, pareil, augmentation de 1000 habitants entre 2022, un peu plus de 1000 habitants entre 2022 et 2023. Avec pareil une augmentation de la facture qui passe à 418 € au mètre cube sur les 120 mètres cubes par an pour 397 € en début d'année 2023, au 1er janvier. Et enfin, le dernier rapport, c'est l'assainissement non collectif. Et là, pareil, augmentation de 50 € à peu près du tarif, de 280 € hors taxe, ah non, pardon, c'est une baisse, et qui était à 336. Voilà. Évolution habituelle, comme chaque année. Hélas. Hélas, c'est ça. On n'y échappe pas. Oh, et puis. Bien, est-ce qu'il y a des remarques autour de ce sujet? Là, malheureusement, On n'a rien à dire. C'est 5%. on est très 5%? Ouais, c'est ça. D'augmentation. Bien, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de prendre connaissance et valider les rapports d'activité annuels 2023, donc en plus c'est pas sur l'année dernière mais l'année d'avant, du SIEA, sur le prix et la qualité des services publics, d'adduction en eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes qu'il n'y a pas en fait sur ce sujet-là, parce qu'à part valider effectivement ce rapport, il n'y a pas grand-chose à faire. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Eh bien, à l'unanimité, l'affaire est validée. Nous sommes donc sur la dernière affaire. Excusez-moi, je me suis absentée parce que je suis allée voir le groupe qui vient de présenter quelque chose de très important. Je vous le dirai, je mets un peu de suspense, je vous le dirai juste après cette affaire. C'est du teasing, tout à fait. Donc l'affaire numéro 7, bon, elle est assez simple aussi, c'est donc la mise à jour du plan communal de sauvegarde de la commune de Cambre, qui n'est pas forcément en lien avec ce qui se passe en Espagne, mais bien sûr on est avec nos voisins, et ceci dit c'est tout à fait le sujet, notre plan communal de sauvegarde en cas d'inondation ou de mouvement de terrain. Et il faut le mettre à jour très souvent, là on a eu... voilà, 2022. Voilà, donc Stéphane Meneux qui travaille. Écoutez, on va reprendre un peu pour expliquer. En fait, le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétences communales contribuant à l'information préventive à la protection de la population. Il détermine en fonction des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes. Il fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Alors il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation et de secours arrêtés en application. Je vous passe les articles. Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention de risques naturels prévisibles, ce qui est notre cas, approuvé ou comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Alors, le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées. Donc, la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de la commune. Donc il a été créé en début de mandat, le premier mandat avec Mme Pedrera. On l'avait nous revu en
en 2022, et là, on est obligé encore de le revoir, parce qu'il y a une augmentation du nombre d'habitants, il y a de nouveaux établissements qui reçoivent du public sur la commune, on a ajouté la participation des élus, on a fait une formation de gestion de crise, la transmission de nouvelles cartographies, que M. Mazel a mis à l'intérieur, qui est très très bien, qui n'existait pas du tout jusqu'à présent. Et en fait, on a mis à jour la réglementation de la commune, le document d'information communal sur les risques majeurs. C'est tous les risques qui sont identifiés comme mouvement de terrain, inondation, effondrement, risque de carrière et tout ce qui s'ensuit. Donc de toute façon, ce PCS, à mon avis, va être amené à vivre, peut-être pas tous les ans, mais de plus en plus régulièrement. Parce qu'on va être de plus en plus soumis à des problèmes climatiques. Ça ne s'arrange pas. Et il va falloir qu'on soit prêt si jamais, enfin je ne le souhaite pas, mais si jamais un jour il se passe quelque chose, il va falloir qu'on puisse intervenir rapidement et efficacement surtout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Très bien. Alors il est disponible, le plan communal de sauvegarde, si vous voulez le voir, il est disponible. Oui, on l'a travaillé, on l'a même c'est vrai qu'il faut toujours le relire et avec attention parce que les élus aussi changent, il y a du contact, des mises à jour perpétuelles. Et puis c'est très bien parce que ça nous remet en tête un petit peu toutes les procédures, sachant qu'évidemment on va rassurer nos concitoyens, on sera surtout en lien avec les vrais services de secours que sont le SDIS. Voilà, et la gendarmerie, mais évidemment tous ces services ont besoin de relais locaux, ils ont besoin des élus et des personnes ressources dans les quartiers pour pouvoir très rapidement leur indiquer les personnes à extraire très rapidement, le plus rapidement possible de leur logement quand c'est nécessaire. Voilà. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont d'annuler et remplacer la délibération numéro 121 du 19 octobre 2022 en vue de mettre à jour le PCS de la commune, de prendre connaissance du contenu du projet de PCS mis à jour qui sera arrêté par Madame la maire, d'approuver le cadre et les principes qui le guident, de s'impliquer dans sa mise en œuvre et donc de s'engager à faire évoluer et améliorer ce PCS dès que nécessaire. Évidemment, il est consultable, on est bien d'accord, sur le site. Et, voilà. Donc, cette mise à jour sera aussi consultable, en tout cas le PCS pourra être vu en ligne sur le site. Voilà, donc qui s'abstient, qui est contre et qui est pour. C'est donc évidemment une délibération approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Pour la partie délibération, c'est terminé. Je vous propose de recevoir le groupe de travail de notre communauté de communes, un groupe de travail éclectique. Donc je ne sais pas, peut-être Amandine, est-ce que tu peux les appeler? Bien sûr. Ce groupe de travail a passé un cap très important qui est celui de l'élaboration d'une charte. Et je pense que je vais même laisser ma place. Je voulais la clôturer après, mais on peut clôturer pour rapport à la partie délibération et puis le reste. Allez, je la clôture à 19h32 et je vous libère aussi. Oui, ben, on va faire de la place dans l'autre sens. Déjà là, il y en a deux. Les élus, on va peut-être se décaler quand je vais laisser de la place. Oui. Si j'ai bien compris, je vous avez vous installer de ce côté. Non? Vous peut-être ici et qui projetez là-bas. On va vous trouver des chaises parce que... Essayez de décaler les chaises. Prenez la chaise si vous voulez. Vous êtes en place là, ça nous va. Ça nous Ah oui, ça peut être pas, mais je ne sais pas si je filme encore. Donc il sait faire en tout cas, il a compris que c'était ça le cas. C'est peut-être l'enregistrement, là.
nous, on va Mais pas alors, faire ça. C'est bon, vous êtes dégueulés, monsieur, pour la Là, je vous laisse tous ce côté-là. Bon, vous voyez, c'est un peu... C'est la bonne franquette, hein. Vous avez senti on pourra après. Oui, on finira. Pour moi, ça... Normalement, vous étiez censé, je vais expliquer quand même, vous étiez censé venir en entrée du conseil municipal pour présenter donc l'achat. On vous a attendu, enfin on a fait le conseil et donc vous arrivez maintenant. Normalement à la fin du conseil il y a des questions avec la population, donc on peut encore après la présentation vous écouter. Enfin, des questions à la population. Ce que je vous propose, si vous êtes tous bien installés, super. Est-ce qu'on vous propose peut-être de vous présenter? Ce sera mieux parce que moi j'ai essayé de vous présenter, mais en même temps, bon, s'installer, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc je vous laisse avec grand plaisir vous présenter. Alors, moi je suis Sylvie Robert, en charge du pilotage global du projet social de territoire qui a été signé en novembre 2022 par l'ensemble des maires des 11 communes et qui est une feuille de route politique qui engage sur des thématiques, notamment l'inclusion. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais pas que. Ça va l'accès au droit, la citoyenneté, la jeunesse, la petite enfance, le projet éducatif de territoire, etc. Donc c'est très global. Et voilà, je m'arrête là. Mais je ne suis pas seule. Oui. Bonsoir à tout le monde. Pierre Laliment, donc moi je suis chargé de coopération sur les politiques éducatives et familiales, en charge du projet éducatif de territoire. Donc c'est similaire avec le projet social de territoire, sauf que c'est plutôt sur la partie éducative, donc en lien avec l'éducation nationale sur un 3-17 ans pour le moment, et possiblement peut-être dans un futur très proche sur un 0-25 ans. Oui. La jeunesse dans sa globalité. Bonsoir à tous, Julie Laramesi, maman et aidante familiale d'un petit garçon qui s'appelle Charlie. Oui. Bah ouais, je suis déçue, je voulais le voir. Ça là, Charlie fait 2 ans. Ouais, et donc Charlie qui est en situation de polyhandicap et qui est accueilli à la crèche Marie-Tournelle du Tour. Et du coup aussi membre de ce groupe de travail sur le vivre ensemble. Bonjour. Moi c'est Audrey Lamotte, je suis référente inclusion à la communauté de communes, et puis vous en parlerez un peu plus lors de la présentation. Et bonsoir, donc moi je m'appelle Annie Guillorini, je suis élue à la Traîne en charge des affaires scolaires et de la vie associative, et donc je suis membre du groupe de travail sur le vivre ensemble depuis le début. Une des référentes élues. Ouais. Alors c'est ça aussi ce qu'il faut signaler, c'est que ce groupe de travail, là où il est précurseur, c'est qu'effectivement il s'est ouvert à tous nos acteurs du territoire et aussi finalement aux habitants concernés qui ont besoin aussi d'être partie prenante, et c'est bien évident, de toutes ces, de ce travail-là. Le vivre ensemble, c'est aussi travailler ces sujets ensemble, et notamment avec les personnes qui sont au premier rang concernées par ces sujets. Donc il fonctionne ce groupe et c'est formidable. Je tiens quand même à signaler, parce que Sylvie, je travaille beaucoup avec elle, que c'est un agent de la CDC qui est dévoué, qui porte beaucoup ses projets, qui met beaucoup d'énergie pour relancer les machines, etc. Un vrai lien humain avec tout le monde et ça fonctionne en fait. La vitalité, ça se transmet. Oui, c'est une équipe. Je me suis que heureusement, l'énergie se partage. Oui, Heureusement c'est vrai. qu'on a plusieurs à porter. En tout cas, voilà. On va juste commencer comme ça, on va dérouler et on va reprendre un petit peu toutes ces minutes, tout ça. Désolé, j'ai pas réussi à le mettre, à l'incliner. Ah oui, on est habitué. Ah ouais, ok, pardon, c'est du fait de Si on veut que ça reste là-bas, Pardon. et qu'il n'aille pas sur la porte, il faut Il est là du côté s'habituer. Star Wars. C'est pas mal. Donc ce fameux projet social de territoire qui a été donc signé en novembre 2022. Donc on arrive à la moitié pratiquement déjà de ce projet social de territoire. Il se termine le 31 décembre 2026. Donc voilà, déjà. Et donc il y a eu tout un travail en amont de cette écriture, de cette rédaction, des ateliers partenaires, des ateliers d'élus, des ateliers avec des citoyens sur toutes les thématiques qui étaient ciblées. Et il en est sorti dans le cadre de l'inclusion les orientations politiques que vous avez validées
en conseil communautaire, en bureau, en conseil communautaire, puisque ce projet social a été validé par tous. Donc sur l'inclusion, nous avons l'action qui était renforcer les liens avec les structures médico-sociales, car alors, il y a eu un diagnostic, bien évidemment, de territoire qui a été fait avant, pour justement bien cibler les besoins et identifier quelles étaient les forces et les fragilités de nos territoires sur la politique inclusive. Voilà, donc c'était vraiment ça. Donc les structures médico-sociales, on a un territoire très pourvu en structures médico-sociales. Foyer Marie-Thérèse à Cambre, foyer Carré en village à Camblane, la masse de la date à Camblane aussi. L'EDA qui intervient, c'est une autre association à travers les actes de Sadirac, mais la majorité des jeunes accueillis en EDA, donc enseignement les CAT, habitent sur le territoire. Donc vraiment, il y a du lien. Voilà, donc c'était vraiment, on met tout le monde autour de la table et on les a. Ça c'est bien. Maintenant, tous les acteurs, tous les directeurs agents, coordinateurs travaillent avec nous dans ce groupe de travail. Axe 2, c'était renforcer et repenser l'accueil inclusif pour vraiment que ça, au sein de nos services, puisqu'on est en gestion directe de tous les services de 0 à 17 ans, c'est que cette question-là ne soit pas la petite question, voilà, en plus. Vraiment, c'était l'intégrer dans le projet, c'est-à-dire que tout professionnel qui intervient, qui est accueilli, qui travaille avec nous, sait que, bien évidemment, ça fait partie de son travail d'accueillir et d'accompagner et l'enfant et sa famille. Penser mettre en œuvre une dynamique collective de formation des équipes, très important, puisque pour lever les freins, il faut former, il faut continuer à former, et ça c'est sans cesse en fait, c'est tout le temps, acculturer, former. Alors, l'axe 4 est investir les bonus handicap dans des actions concrètes. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, la CAF, depuis peu, accompagne les structures enfants, donc accueil de loisirs, accueil de loisirs essentiellement, avec une bonification de l'heure quand on accueille un enfant en situation de handicap. Voilà. Donc ça donne de l'argent. Aujourd'hui, on accueille entre 20 et 30 enfants à peu près au cours de l'année en situation de handicap. Alors, on va dire bénéficiaires de la l'AEH, cette fameuse allocation, mais ça veut dire qu'on accueille aussi d'autres enfants qui ne sont pas forcément dans un parcours MDPH, qui sont soit en projet diagnostic ou parce que les familles ne souhaitent pas non plus qu'il y ait un accompagnement avec cette allocation. Donc, voilà. Donc ça c'est pour dire aussi quand même qu'on est accompagné, donc on nous donne des moyens, on reçoit de l'argent, et cette idée c'est de réinvestir concrètement dans l'accueil des enfants et leurs familles, parce que c'est une histoire, c'est ça. Voilà. Donc au sein de cette thématique, il y a des fiches actions, donc la fiche action 6 qui est écrite d'une charte intercommunale du handicap, donc sur laquelle après on va se focaliser dessus. Il y a la fiche action 7, c'est renforcer le lien avec les associations du territoire, donc en s'appuyant sur des différents leviers, diagnostic, formation, communication, action commune et mutualisation des expertises. La fiche action 8 qui a accompagné la professionnalisation des équipes, donc ça, Sylvie l'a très bien dit aussi également, avec les professionnels aussi des structures médico-sociales et la référente inclusion de la CGC. Donc là, Audrey qui est présente avec nous ce soir. Et la fiche action 9 qui est plutôt déployer des actions concrètes visant à dynamiser les parcours et les partenariats. Donc créer un parcours artistique réunissant les structures médico-sociales et PEJ. Donc PEJ c'est tout ce qui est petite enfance, enfance et jeunesse, avec une exposition et un vernissage officiel à la CDC. Donc qui s'est déroulé aussi l'année dernière. Chaque année, on essaie d'avoir un temps fort avec valoriser en tout cas, et ça part de la CDC. Ce qui se fait au sein soit de nos structures enfance, jeunesse ou même petite enfance, mais aussi des foyers médico-sociaux, pour après qu'il y ait une meilleure visibilité aussi à la population. Avec la notion d'itinérance, qu'elle puisse tourner partout dans des espaces de droit commun, que ce soit le collège, parce que ça a été au collège, que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les médiathèques, dans les crèches, dans les accueils de loisirs. En fait, l'idée c'est ça. Et cette année, l'exposition dans le village s'exporte à Bordeaux. Ils sont là, au mois de novembre, ils exposent au Club Théâtre, donc, qui est au Chartron. Et donc voilà, c'est la première fois qu'ils sortent. Vous êtes fiers, hein? Effectivement, tout ça c'est parti de cette histoire-là de sortir des murs, hors les murs, et d'aller montrer aussi ce qu'on sait faire, et être vus comme des artistes, pas comme des personnes en situation de handicap qui peignent, mais des artistes qui exposent. Donc de mettre en place aussi des ateliers hebdomadaires par cycle sur les structures petite enfance, enfance, jeunesse et les écoles, et animés par les réseaux de structures médico-sociales. Donc là, à l'heure actuelle, sur nos structures, c'est plutôt le temps quand même des mercredis
qui sont ciblés ou pendant les vacances, parce que c'est vrai qu'on a quand même, nos équipes ont plus le temps. Pardon, j'ai dit nous parce que juste avant j'étais dans l'animation, j'étais directeur de l'accueil de loisirs. Donc voilà, c'est que depuis le 1er juillet que je suis sur cette nouvelle mission. Donc voilà, les équipes ont plus le temps de pouvoir monter ces projets-là avec les structures médico-sociales. Mais ça se fait et il y a ce réseau qui se crée et qui, je pense, à l'avenir va s'intensifier. Proposer un événement fédérateur une fois par an, construit et animé par l'ensemble des acteurs éducatifs et associatifs du territoire. Donc là, effectivement, le 19 octobre, on a eu la journée du Grandir et Vivre Ensemble, donc qui était une journée sur le thème de la parentalité, où étaient présents en fait les différents personnels de la petite enfance, jeunesse, nos services, mais aussi les foyers médico-sociaux. Et c'est un temps aussi fort où a été signée cette charte par les 11 communes. Donc en fait, sur cette journée, vraiment les foyers médico-sociaux ont été vraiment un acteur et une partie prenante où ils ont vraiment été mis à l'honneur. Mais on a fait appel à aucun intervenant extérieur quasiment, grâce justement aux foyers médico-sociaux, parce qu'ils ont pu offrir une pièce de théâtre sur les Jeux Olympiques, le foyer de la Masse, la maison d'accueil spécialisée de Candale-Ménac, a été le moment fort aussi de la journée sur le spectacle de danse fauteuil à la fin de la journée qui a clôturé cette journée. Il y a eu aussi Andy Village qui a été présent sur un tournoi de jeux d'échecs, puisque eux, au sein d'Andy Village, les jeux d'échecs sont assez présents. Et Marie Tallet aussi qui a pu faire un atelier artistique. Donc voilà, donc en fait c'était ça aussi le but, c'était que le public, les parents et les enfants puissent vivre aussi un moment de vie en commun et de partage et de la mise en valeur de tout cette, comment on peut dire, pardon, leurs compétences. Oui, voilà, de leurs compétences et des potentialités en fait qu'il y a. Et créer des temps passerelles entre les services petite enfance, enfance, jeunesse et référents inclusion, ainsi qu'avec les écoles. Forte ambition, le lien avec les écoles. Alors, forte ambition en effet, mais ça fait 2 ans maintenant qu'Audrey est parmi nous, et le lien avec les écoles a pu déjà se faire sur certaines communes, sur certaines situations, où à un moment donné, Audrey n'est pas là que pour les équipes des structures enfance, elle est là aussi, elle peut être aussi des fois appelée sur du temps méridien pour venir observer, ou peut-être à un moment donné aussi en classe. Voilà, donc elle peut se rendre disponible, c'est vraiment une force de l'avoir parmi nous. Sur le temps cantine, on pourrait imaginer vous solliciter pour un achat à partir. Très bien. Ça c'est déjà fait. C'est bien. Donc ce soir nous sommes là sur la fiche action 6. Donc le diagnostic et les ateliers de travail ont permis de faire émerger la question de l'inclusion comme une priorité du projet social des territoires. Territoire inclusif, la communauté de communes doit afficher plus clairement la politique volontariste qu'elle porte et souhaite renforcer. Donc ça c'est vraiment la fiche action 6 qui est écrite comme cela dans le projet social du territoire. Donc avec comme objectif écrire une charte intercommunale sur l'inclusion, communiquer auprès des citoyens pour un territoire inclusif et impulser un plan d'action global à partir de la charte. Les résultats et les entendus du contenu, la nécessité d'un portage politique visant à valoriser l'action existante de la collectivité, de faire valoir son caractère de territoire inclusif et de favoriser une meilleure prise de conscience. Elle permettrait également d'engager tous les acteurs du territoire, notamment en milieu ordinaire, et de valoriser des intentions partagées et pour être le socle du déploiement de toutes les actions. Concrètement, des ateliers de travail sont organisés, volume et fréquence à définir pour écrire la charte qui sera ensuite signée par toutes les parties prenantes et valorisée dans le cadre d'un événement à définir également. Donc on en a parlé juste avant, ça s'est fait lors de la journée du Grandir et Vivre Ensemble le 19 octobre à Saint-Caprais. C'est pareil, sur cette journée, on l'a fait à Saint-Caprais parce que dans un premier temps,
avec le groupe de travail de la parentalité et de l'inclusion qui s'appelle le Vivre Ensemble, puisqu'ils ont fusionné ces deux groupes en fait ont fusionné, se sont rencontrés, voilà, ils ont fusionné. Et donc en fait à Saint-Capré, mais après c'est une journée qui va aussi permettre de mettre en valeur différents lieux ou espaces sur le territoire. Voilà, c'est pas voué qu'à être à Saint-Capré. C'était pour la première édition, il fallait relancer. J'étais à l'époque directeur de l'accueil, donc je connaissais les points positifs de la structure et les points négatifs, donc ça permettait aussi voilà, d'être dans la facilité. Et, c'est une belle structure, un beau bâtiment, il y a de la place. Et c'était aussi qu'on a adapté. On a fait le test la veille avec un fauteuil. Adapté On est tous passés pour voir ce qu'on... Et à l'abri aussi, parce que le 19 octobre, on n'est pas non plus à l'abri. Voilà. Donc ça, c'était la fiche action qui a été validée en 2022. Donc ça, c'est pour vous situer un petit peu. Donc on est en 2024 et aujourd'hui, l'attendu, c'était cette rédaction d'une fiche action, d'une charte, et à la fois d'une journée faire vivre deux événements, toujours avoir un événement qui met en lumière et qui peut toujours mettre en lumière. Voilà, donc en gros, ça c'est fait. Et je vais laisser la parole à Audrey. Donc du coup, référente inclusion, qu'est-ce que c'est? Donc je serai en partenariat avec ma binôme qui est Sandrine Mec, qui est référente en santé et accueil inclusif sur la partie plutôt petite enfance, 0-3. Et donc moi j'interviens auprès du 3-17. Et du coup on fait le lien comme ça, il y a des passerelles entre nous deux en fait pour les enfants à besoins spécifiques, pour éviter aux familles à chaque fois de se re-expliquer, voilà, et puis éviter un petit peu les pertes d'informations. Enfin, voilà. À nous deux, on essaie de faciliter un petit peu le parcours des familles entre la petite enfance et l'enfance, chose qui ne se fait pas forcément. Il y a un peu Oui, c'est ça. Ce qu'on a appris, c'est que les parents sont toujours obligés de représenter, redéfendre le cas, parce que vous avez passé pour dire, et que c'est pénible si en plus de ça, il y a toute une vie de famille qui nécessite déjà suffisamment de choses à porter pour en plus à chaque fois redéfendre le cas, représenter le cas. C'est ça. Et l'objectif, il est bien indiqué, garantir la continuité du parcours, c'est éviter les ruptures de parcours. Là, c'est tourné dans la manière positive, mais c'est surtout éviter les ruptures de parcours. Parce que c'est vrai que ce soit plus facile. Exactement, et facilitant. Facilitant, tout à fait. Et après, c'est vrai que sur beaucoup de territoires, tout de même, c'est pas que sur les ports de l'entre-deux-mers, puisque là, on est en train d'être dans une dynamique positive. Mais c'est vrai que la petite enfance et l'enfance, des fois, ont du mal à avoir quand même des passerelles. La petite enfance, c'est un petit peu un monde, et après, l'enfance et la jeunesse en est un autre. Donc c'est là aussi, par contre, c'est une force d'avoir Sandrine et Audrey pour justement créer, décloisonner en fait. Et surtout que la petite enfance, en général, c'est compétence CDC, l'enfance, c'est plutôt l'école, c'est plutôt communal. C'est pas les mêmes personnes. Il y a une barrière qui est l'entrée à l'école. C'est ça, ça peut. Il y a plusieurs acteurs en fait. L'idée, c'est de... Oui, parce qu'au final, nous, c'est les compétences, on va dire, périscolaires, c'est quand même CDC. Oui. Et du coup, dans mes missions, c'est aussi de faire le lien dans la journée de l'enfant. Donc l'accueil périscolaire, la cantine, l'école, et faire en sorte qu'il y ait une cohérence au niveau aussi de la journée de l'enfant en fait. Et parce que c'est vrai que chacun, un peu comme la petite enfance, chacun est pris dans son quotidien, l'école, le temps méridien, le périsco, et donc après, voilà, ça permet aussi que pour ces enfants-là qui ont besoin d'une petite veille en tout cas, ou d'un accompagnement, on puisse nous travailler en tant que professionnels. Donc dans l'émission, moi j'accompagne les enfants, je peux accompagner les enfants sur le terrain, donc principalement sur les temps périscolaires et vacances, que ce soit sur les services du coup enfance, mais aussi sur tout ce qui est la partie jeunesse et sportive. Donc comme ça fait un peu tous les services du 3-17. Donc effectivement, faire le lien aussi avec les familles, donc j'accompagne les familles,
On peut faire des petits points réguliers pour voir ce que la famille a envie de faire du projet de son enfant, en incluant l'enfant quand il est en capacité de verbaliser. Voilà, et j'accompagne aussi, j'ai une grosse partie d'accompagnement des collègues, donc des professionnels, pour expliquer un petit peu ce qu'ils peuvent mettre en place, comment on peut adapter des activités, comment on accueille la famille, donner un petit peu des outils de théoriques et aussi un peu humains pour que ça se passe au mieux pour les enfants et pour les équipes. Quand vous dites accompagner les enfants, c'est observer, faire un petit bilan de ce qui va bien, ce qui va pas bien. Alors, pour pouvoir mettre en place des actions. Exactement. Donc moi, en préalable, en général, je reçois la famille, on fait déjà un petit point. Okay. Ensuite, je suis un peu avec l'enfant pour apprendre à connaître. Et puis après, de ce que j'ai pu observer, et puis j'aide en fait à mettre en place des outils, des activités. Puis dire que tout va bien se passer aussi, rassurer les équipes. Voilà. Ouais. Rassurer les équipes. Leur dire que voilà, les objectifs qu'ils peuvent se mettre pour certains enfants, c'est peut-être pas aussi les mêmes objectifs pour chacun en fait. De pouvoir apporter un petit pas de côté auprès des équipes. Et souvent, ce qui est apporté dans la plus-value en fait, de l'accompagnement d'Audrey, c'est de dire que quand on met en place des outils qui servent pour un enfant qui peut-être a des difficultés de lecture, des difficultés, peu importe ces difficultés, ça sert à tout le monde. Voilà. Quand on réfléchit à un enfant avec une fragilité, forcément on ne fait pas de côté, forcément on réfléchit, tous les enfants ont des fragilités à des moments, des familles aussi, ils peuvent vivre des fragilités, donc forcément ça oblige à penser à tous. Et ça c'est vertueux. Il y a aussi quand même la particularité, c'est qu'il y a des enfants qui habitent sur le territoire mais qui ne sont pas scolarisés sur le territoire parce qu'ils ont vraiment des besoins spécifiques, ils sont dans des établissements spécialisés. Et donc Audrey aussi fait le lien avec les établissements spécialisés, rencontre les professionnels. Voilà, donc toujours dans cette optique de pouvoir adapter au mieux l'accueil de l'enfant. Oui, alors bon, du coup le groupe, moi je vais vous présenter quand même un petit peu le groupe, la troupe, on va dire. Donc on est maintenant une cinquantaine de membres, on a commencé à une petite vingtaine, et puis dès la deuxième réunion ça s'est étoffé. Et maintenant donc, il y a quand même beaucoup de personnel de la CDC, il n'y a pas que. On a pas mal de parents aidants, donc Julie qui est ici, mais il y a aussi, je pense à Julien, à Claire, à Dalila. Il y a 2 mascottes, Charlie et Baptiste, des résidents dans 10 villages. Là on a l'AMAS de Camblane, le foyer bien sûr Marie-Tallée, le collège de la Traîne, la classe, enfin le dispositif Ulysse de la Traîne, la CAP, les associations et des élus. Donc la première fois, donc, comme on vous a dit, le PST il a été adopté fin 2022. Nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en mai 2023. Et dès le départ, on a dit qu'il fallait qu'on tape fort et qu'on fasse des choses des choses concrètes. Donc on s'est posé des questions. On s'est demandé pourquoi, en effet, les parents sont obligés de répéter en permanence leur histoire. Pourquoi certains enfants ne peuvent pas accéder à certaines structures de la CDC. Je pense par exemple à du sport. Pourquoi est-ce que certains enfants se partent à Mérignac pour faire un sport alors qu'on a ce sport sur notre territoire? Pourquoi les structures médico-sociales ne sont-elles pas toujours invitées à nos différentes manifestations? Donc, c'est tout simplement parce qu'il fallait une politique qui soit claire et qui soit connue. Du coup, charte. Cette charte, voilà. Il faut être précis un peu. Ah oui, voilà. C'est ce que c'est, on est en fin de journée. Au départ, c'était charte de l'inclusion. Donc, comme vous avez compris, nous, l'inclusion, ce mot-là, ne nous paraît pas trop, on n'aimait pas. Donc, on a choisi vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas uniquement le handicap, c'est aussi la perte d'autonomie. En fonction qu'elle soit partielle, qu'elle soit totale, en fonction de l'avancée dans la vie, et donc ça peut concerner absolument tout le monde. 3 valeurs à se vivre ensemble,
bienveillance, respect, tolérance. Du coup, ce soir, voilà, nous sommes là pour vous présenter cette charte qui a été donc votée par nos 11 maires et qui a 6 items. Donc, là, on va se lire les items et on va tous vous les expliquer. Je passe à J'allais vous demander si tout ce qui est un peu harcèlement, etc. Vous l'avez un peu là dans le, le prévenir, mais. Voilà, anticiper tout acte de maltraitance. Et alors, c'est pas une faute d'orthographe. C'est volontaire. Voilà. Donc on va commencer par le premier item, accueillir, donner à tous le droit aux mêmes chances. Accueillir toute personne en situation de handicap dans le cadre de stages, d'immersion professionnelle, de formation ou d'emploi dans nos services communaux ou intercommunaux. Faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap en identifiant, orientant et communiquant vers les associations du territoire labellisées, associations culturelles, artistiques, sportives et de loisirs. Favoriser la représentativité des personnes en situation de handicap dans les instances décisionnaires, communales, intercommunales, associatives, et développer des partenariats d'échange avec les structures médico-sociales du territoire, invitation et ou inclusion aux manifestations locales. Donc accompagner, co-construire un quotidien où chacun a son rôle à jouer, donc sensibiliser, professionnaliser l'ensemble des agents communaux et intercommunaux avec notamment un plan de formation mutualisé. Voilà, le but c'est que dans chacune de nos communes, tout le monde soit formé au handicap et donc au vivre ensemble. Prévenir, anticiper tout acte de maltraitance sous toutes ses formes. Alors pour cela, en promouvant la bientraitance, en sensibilisant le grand public à travers des campagnes d'information thématisées, harcèlement comme vous disiez tout à l'heure, violence intrafamiliale, enfance en danger, égalité homme-femme. Et coopérer pour favoriser une cohérence éducative à travers un socle commun de sensibilisation pour les familles, communautés scolaires et services à la population. Communiquer, témoigner pour sensibiliser. Sensibiliser les habitants de notre territoire à travers tout type de support de communication mettant en scène des citoyens en situation de handicap. Alors ça c'est vraiment notamment nos 2 résidents d'Andy Village qui tenaient vraiment à ce que ce soit inscrit et que ce soit des campagnes qui puissent être un peu fortes parce qu'ils vivent des choses qui sont fortes et voilà, ils avaient vraiment envie de faire passer ce message-là. Penser à une communication pour tous, donc vous verrez aussi au niveau de la charte, on a mis voilà. C'est dit aussi de telle façon voilà. Donc voilà, c'est handicap moteur, sensoriel, mental, donc il faut adapter le plus possible à tout handicap. Adapter, favoriser la diversité, rendre accessibles tous les espaces publics et les manifestations locales en proposant une programmation pour tous. Et associer des professionnels des structures médico-sociales en consultation d'accessibilité et d'adaptabilité lors d'événements publics. On s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément très compliqué d'adapter des lieux publics, puisqu'en fait, par exemple, un exemple tout bête, c'est possible de louer des rampes ou de se faire prêter des rampes pour l'accessibilité des fauteuils roulants, ce genre de choses. Et de pouvoir, en fait, c'est surtout aussi de pouvoir aller saisir des professionnels du handicap qui connaissent au mieux les besoins des publics qu'ils accompagnent ou carrément les personnes concernées pour adapter au mieux les événements. Parce que les gens se disent que c'est adapté et au final ça n'est pas tant. Rendre accessible, permettre de rendre accessibles tous les espaces publics, donc rendre cohérente la mobilité et les moyens de transport, notamment entre les zones rurales, mais également vers l'accès aux zones urbaines. Ça c'était parce que par rapport au oui, il y avait le bus à la demande et il y avait autre chose. En fait, c'est vraiment sorti aussi des personnes en situation de handicap qui, de manière naturelle, voulaient aller d'un territoire à un autre. Et vous savez très bien que le transport, sans
sectorisées. Donc au-delà même c'est déjà la mobilité, la question de la mobilité sur notre territoire. Pour aller d'un village à un autre, parfois c'est pas très simple, c'est pas forcément adapté, et notamment sur le transport à la demande. Donc le cahier des charges aujourd'hui est très contraint et n'est pas du tout adapté, par exemple, à certains projets de résidents qui ne peuvent pas aller tout simplement. Donc certains sont obligés de demander à des éducateurs de sortir, et il y a quand même eu ça peut remettre en cause, notamment sur le foyer Marie-Tallée, où il y a une population jeune de personnes en situation de handicap qui peuvent accéder à du travail adapté. Aujourd'hui, certains ne peuvent pas se payer un taxi tous les jours pour aller, parce que c'est hors de prix, parce qu'ils sont majeurs, donc à partir de là, il n'y a plus de prise en charge. Il peut y avoir juste une prestation sur demande, mais c'est très compliqué, ça ne permet pas de payer complètement la totalité des frais. Et on s'est aperçu que cette question de la mobilité, elle est récurrente pour tout le monde, mais encore plus, ça stigmatise, ça recrée encore de la fragilité à de la fragilité, et ça ne fait qu'accentuer la fragilité et parfois de l'isolement. Donc certains peuvent rester et dans leur situation de fragilité, et chez eux, ou au sein d'un des structures médico-sociales, parce qu'un éducateur ne peut pas forcément être dédié pour accompagner un résident sur un projet particulier. Souvent, c'est la mission quand même du collectif. Donc ça se fait. Voilà. Donc cette question-là était vraiment... c'est sorti un petit peu voilà, c'était une question assez essentielle. Au même titre que la campagne un peu choc, c'était on arrête d'édulcorer le message. Nous, ce qu'on vit, c'est pas bien. Enfin, on vit pas du chamallow tous les jours, mais on a envie que ça... Comme les campagnes prévention routière, ils ont fait le lien parfois pour marteler les esprits. Voilà. Et c'était aussi de mettre en avant les différents espaces de la communauté de communes. Après, la philosophie du transport aujourd'hui, c'est du transport à la demande, c'est pas du transport à mobilité réduite. Et il s'adresse plutôt aux seniors. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes plus sur les 0-17 ans. Non. Quand vous parlez de... mais c'est-à-dire qu'il faut repenser. La charge du vivre ensemble, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et là, mais il faut mutualiser le système avec un système PMR un peu cahier des charges aujourd'hui n'est peut-être plus adapté. Il est pas cohérent, donc peut-être. En tout cas, cette action permet peut-être de retoquer des choses qui sont là, ça retoque sur notre versant. Donc, on verra comment après. Donc après le deuxième item, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, donc avec du prêt de matériel pour l'accessibilité motrice, et signifié sur les affiches de communication quand le lieu est accessible à tous. Alors on pense notamment à un logo, mais je crois qu'on en reparle peut-être après sur un autre item. Mais notre prochaine, donc là on a fait la charte, là le prochain objectif c'est de créer un logo qui permettrait de signaler tout ce qui est accessible à tous. C'est-à-dire même une association qui s'est formée au handicap pourrait prétendre à ce sigle-là aussi. C'est vraiment pour uniformiser, savoir, oui j'ai tel handicap, oui je peux faire ça, oui je peux aller à cette manifestation. Voilà. C'est un label quoi. Exactement. C'est exactement ça. Alors. Rappelez-vous, Rose. Là, je vais important. Hein? Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Le jour de la présentation, Rose, oui. Peut-être que vous voulez en parler. Non, dites-le, je rappelle. C'est des codes comme ça pour la pensée municipale. Les nominés sont... J'avouerai, mais si, moi je pense que vous allez vite. Le jour de la présentation en euros, donc le plan d'action a été décliné et validé par l'ensemble des... En tout cas, alors ce plan d'action, juste il faut préciser que ce sont des idées, ce sont des actions. L'idée c'est que vraiment chacun puisse s'en saisir à la hauteur de ce qu'il peut, des moyens qu'il a, de l'ambition qu'il a aussi, mais en tout cas qu'il ait cette volonté et qu'il y ait une intention. Après, l'idée c'est pas de dire il faut faire ça. Non, c'est toujours réintégrer cette question, la repenser, l'avoir en tête en permanence. Il y a des communes qui ont rechangé là rapidement après la signature ou pendant ce travail de signature l'appel à projet quand il y a une subvention, par exemple pour une association, qui ont dit et c'est vrai que dans le cahier des charges il n'y avait pas ça. Mais là on va l'intégrer comme un prérequis, au même titre qu'on demande d'autres choses, on va l'intégrer en disant voilà, et ça va demander. Donc c'est quand on organise le marché le dimanche matin ou le samedi matin dans la commune, c'est peut-être mettre dans un espace qui est forcément accessible, où on peut se garer facilement. Pas d'escalier. Pas d'escalier. Voilà, c'est juste des petites choses comme ça, c'est vraiment à la hauteur. Mais c'était de débuter quelque chose.
Et donc, comme c'est une charte politique et que c'est un projet politique, l'idée c'est que c'est pas un document qui doit rester dans un placard ou affiché sur un mur et voilà, donc il faut ce portage politique. Et M. Faye, notre président, à la suite, avait demandé, rappelez-vous, à ses collègues, à tous les maires, en disant qu'il faudrait qu'on nomme dans chaque conseil un référent, un élu référent qui va incarner cette question, qui peut chaque fois en tout cas dire attention, là on n'a pas pensé, là, sur, attention, en tout cas la faire infuser en permanence. Et l'idée, ça serait de créer un réseau de ces élus référents qui deviendrait un réseau, cette question resterait politique et serait animée avec une dynamique, voilà, se dire, c'est vrai. Et du coup, ils intégreraient certainement le groupe de travail, mais ça pourrait être aussi un réseau, mais vraiment que cette question soit vraiment incarnée à hauteur des communes. Parce qu'elle a été portée à l'échelle intercommunale, ça a été une dynamique au départ. L'idée, c'est vraiment que ça s'incarne à l'échelle commune et en fonction des moyens, des envies, des souhaits, de là où on en est en fait. Voilà, je pense. C'est surtout prendre le sujet à l'envers, parce qu'aujourd'hui, le sujet de l'inclusion et de la mobilité, et de l'accessibilité, etc., il est un peu diffus dans différents sujets des commissions, sauf que là, on traiterait à l'envers, c'est-à-dire on partirait de la solution pour aller peut-être proposer des choses différentes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça nous a permis aussi de se dire finalement, ah bah ça je le fais, ah bah ça je le fais. Donc déjà c'est rassurant de se dire, bah, voilà, parce qu'il y a quand même aussi des obligations de toute façon réglementaires. Je pense souvent beaucoup à nos amis de la préfecture qui sont très forts pour nous rappeler l'accessibilité aux bâtiments, etc. Machin. On n'a pas les moyens derrière, donc on fait comme on peut et on le fait avec toute la bonne volonté qu'on a. Mais ceci dit, sur plein d'autres sujets, on se dit, bah ça c'est bien, je le fais, mais je fais des rimes sur le relais. Il ne faut pas parler que de l'accessibilité, c'est-à-dire que les handicaps, c'est pas que des handicapés en fauteuil. Nous avons des handicapés mentaux. Est-ce que j'ai envie de vous présenter celle qui risque d'être une très bonne référente en commune? Je suis maman d'handicapé mental de 44 ans, autiste, aveugle, avec un gros handicap, et je souffre beaucoup, je suis donc une aidante depuis 44 ans, et je souffre beaucoup du manque d'aide, du manque d'inclusion, mais pas parce qu'elle est en fauteuil, elle n'est pas en fauteuil. Mais lorsqu'elle croise des gens, elle va crier, elle va se taper, et donc j'évite de la mener. Parce que les gens sont ignorants. Parce que les gens ignorent. Et je suis dans cette souffrance depuis 44 ans. Il ne faut pas oublier que ma fille, elle ne souffre pas. C'est sa mère qui souffre. Sa sœur, son beau-père et son père. Les aidants. Les aidants. Parlez des aidants, s'il vous plaît. Je vous entends parler, là. C'est très joli ce que vous faites. Tout ça, ça aide. Mais parler des familles, là. C'est ça qui est bien. Il faut parler des familles. C'est prévu. Et il faut... La petite enfance, moi, je ne l'ai pas vécue comme je le vis au niveau adulte. Petite enfance, ça allait. Je ne voyais pas grandir le handicap. Oui, mais parce qu'on n'a pas le même. Je suis sûre qu'on n'a pas le même. Ah bah oui, après, on n'est pas là pour comparer non plus. On n'est pas là pour comparer. On n'est pas là pour ça. Non, pas du tout. Mais il n'y a pas que des autistes Asperger et des enfants en situation de handicap en fauteuil. Je parle beaucoup du handicap mental qui est très peu évoqué. Et d'où l'intérêt de cette charte, parce qu'on a beaucoup insisté dessus quand on dit c'est pour tout le monde, c'est pas que pour le handicap, c'est aussi pour qu'on les plus gens en perte d'autonomie. Et quand on dit handicap, c'est le handicap, on en parlait justement juste avant, parce que souvent on avait cette image du handicap, le logo du fauteuil roulant, et que c'était problématique. D'où aussi l'intérêt d'un logo qui représente la charte, ce ne sera pas un fauteuil roulant. S'il vous plaît. Parce que le fauteuil roulant, vous avez quand même un accident de moto, tu es dans le handicap avec le fauteuil roulant. Mais c'est pas ça le handicap. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Et les aidants de ces enfants en situation grave de handicap mental, c'est... Je ne sais pas où est l'avenir. Mais il est là. Il est là. Catherine, est-ce que tu n'aurais pas trouvé là un sujet qui te tient vraiment très très à cœur au sein de ce Je suis déjà impliquée dans la DAPI, je suis déjà au CVS du centre de ma fille. Je peux effectivement être la référente. Tu peux être le bon relais en tout cas au sein du conseil municipal. Il y a de la passion. Mais il y a beaucoup de passion chez moi, j'ai peur que ça me fasse du mal, mais c'est pas grave. Non. Alors on n'est pas là. Voilà. La charte s'appelle Changeant mon regard. Ouais. On essaie de faire justement changer la. Tu vois, regarde, là, je ne peux pas l'amener parce que personne ne m'accompagne pour aller là. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ton regard de parent aidant et de mère d'enfant handicapé mental,
enfin, grands enfants, d'adultes même. 44 ans, ouais, là, elle est là, c'est ça. Tu vas pouvoir nous aider sur le village à nous rendre compte de nos manquements, en particulier en lien avec cette charte que nous sommes engagés à suivre et la signature de notre maire, et de pouvoir nous dire, ben voilà, regarde, il manquerait telle accessibilité pour un enfant ou pour un adulte handicapé mental, et puis peut-être que la commission t'aidera aussi à nous pour un handicapé, pour une personne atteinte d'un handicap moteur, il faudrait peut-être plus ce type d'accessibilité et autres. Et nous, avec les moyens qu'on pourrait avoir et mettre en place, tous ensemble, on pourrait suivre ces bons conseils. Je pense que c'est ça. Hein, c'est exactement. L'idée derrière cette charte, c'est une charte, c'est symbolique, c'est un cap vers lequel on a volonté. Oui, c'est ça. C'est une première initiative. Après, le plan toutes les actions vont être très opérationnelles. Elles vont être opérationnelles parce qu'on sait que plus on va parler on va être dans du concret. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des questions comme ça qui sont universelles. Pour vivre ensemble, il faut dire il faut qu'on partage des temps. Ça, c'est une évidence. On peut théoriser le vivre ensemble, etc. Tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on ne s'est pas rencontré, tant qu'on n'a pas partagé, on ne connaît pas. Et c'est la vertu de ce groupe, c'est-à-dire qu'il est complètement hétérogène, il est pluriel. Chacun, nous avec Pierre et Audrey, notre rôle dans ces groupes-là, c'est de ne pas donner de cap, c'est de laisser circuler la parole, et tout ce qui a été produit, proposé et qui va encore être proposé, ne sera que venant des citoyens. Voilà. C'est ça l'idée, c'est vraiment que ça concerne. La notion d'avoir toujours des élus dans ces groupes de travail, c'est quand il n'y a pas d'élus, on ne se réunit pas. Bien évidemment. Parce que si c'est pas politique, ça m'a fait. C'est un groupe de travail qui travaille dans son coin, qui se fait peut-être plaisir à imaginer un monde meilleur. Mais là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est imaginer un monde meilleur, changeons nos regards, et ça devienne faisable, tenable et pragmatique. Bien évidemment, cela ne peut se faire que. Ça marche pas. Exactement. Ça peut se faire qu'avec des professionnels qui connaissent bien, des personnes qui vivent, des parents qui accompagnent. Des fratries, on oublie les fratries, qui sont les premiers aidants souvent, et qui sont complètement invisibles, et qui font un travail extraordinaire, et qui souffrent beaucoup de solitude. Il y a une idée que tu peux en parler, Julie, elle a parlé pour la chanson d'un café des aidants, d'un lieu d'aidants. Super. D'avoir un lieu d'échange de parents aidants, de fratries, c'est génial. On va voir le café des aidants, parce qu'on est seul, d'accord, le temps de libérer du temps. On a déjà cette qui nous a proposé. Et il n'y a pas les parents. Voilà, parce que Claire, sa fille, elle travaille Et on lance la charte de 22 ans. Ouais, non, 22 ans. Parce qu'il y a le prochain thème, ça fait ça. le département de l'ADAPI. La matière il y avait des pains au chocolat. Le label, vous mettez quoi comme la notion de temps là, qui est disponible quand? C'est le prochain groupe de travail. Oui, le picto. Oui, d'accord. Non, mais c'est couillon, mais c'est le genre de truc. Plus ça va vite, plus la démarche elle embraye. Parce que tout le monde, en fait, tant qu'on n'a pas ce
qui est beau, c'est pas concret. Le jour où on l'a, ça. Il y avait alors, pour l'appel à projet, par exemple culture, on s'est dit il faut qu'on travaille justement sur un dossier d'appel à projet en demandant effectivement aussi des signes dans ces projets portés par nos associations qu'il y a bien un engagement ou en tout cas j'ai plus mes mots passer une certaine date, une préoccupation sur ce sujet-là. Et je me souviens de cette approche qu'on parlait tout à l'heure, il y avait j'avais trouvé ça très intéressant comment ils avaient rajouté ce petit paragraphe, j'ai bien envie de les copier un petit peu. Je ne sais pas si vous avez pu l'avoir, Ah super, on l'a récupéré. On l'a intégré dans le cahier des charges d'appel à projet. L'idée c'était que voilà, ça a été bien travaillé sur cette base, c'est bien réfléchi cette histoire-là. Donc ils ont mis des bassines races Mais vous voyez, le petit truc qu'on voit par terre ici commence à faire, ça c'est génial. Et c'est une phrase qui ne veut pas dire attention, égout, machin bidule. Ça ne prend pas un fauteuil roulant, mais c'est. Dans la phrase, on va tout comprendre. Justement, on parlait de ça, justement. On s'est fait une réflexion sur ce visuel. C'est génial. Bravo, ça vient que vous avez pu communiquer à cette équipe exactement la ligne et vous nous inspirez et l'inspiration, c'est celle que vous avez aussi. Donc on est bien sur les bons rails. C'est bien parce que vous savez, ça fait toujours peur finalement le projet du handicap parce que non pas, c'est pas le handicap, c'est pas les personnes à besoins particuliers, mais c'est comment au milieu de cette masse de projets, de dossiers, en tant qu'élu, je parle en tant que maire, comment on arrivera à mettre ce sujet, comment avec des budgets qui sont chaque fois réduits, machin, etc. Et finalement, on sort complètement de l'aspect budgétaire mis en place, etc. C'est juste une philosophie à garder en tête sur tout ce qu'on porte. Donc c'est important d'avoir un objet, que ce soit la charte, ou justement de vous faire vivre dans nos interventions, penser à nos citoyens en disant tiens, ici on en faisait un sur ce thème-là qui a un thème fort, pour continuer d'essaimer, pour continuer de diffuser ça auprès de notre population, que ça reste vivant. Mais l'accompagnement n'a pas forcément besoin de budget. Absolument. Non, mais il faut rester rationnel. Tu n'auras peut-être pas la solution à tout. Non. Mais la force de ce territoire, c'est que les structures médico-sociales n'attendent que de. En fait, on l'a dit, mutualisons. On doit mutualiser des espaces, des moyens humains, des moyens matériels. Ils ont des moyens matériels, parfois, incroyables. Ils ont des espaces, on dit village, Foyer Clary, à des espaces extérieurs qui sont inexploités. Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à dire comment on pourrait faire que les citoyens viennent peut-être faire des jardins, parce que nous, on ne peut pas les exploiter. Du coup, il faut les entretenir. Du coup, ça permettrait des temps de rencontre. Ils sont complètement excentrés, donc exclus de la vie, on va dire, du village. Voilà, Marie-Taille aussi, c'est dans les hauteurs, c'est pareil. Voilà, en fait, on est un territoire riche, en fait. Valorisons, mutualisons, et effectivement, ça ne demande pas souvent des moyens financiers, mais ça demande déjà une philosophie. Et derrière cette philosophie, c'est, voilà, on a la chance d'avoir des professionnels, on a des parents hyper actifs, hyper actifs. Ouais, bravo. Mais oui, mais c'est important parce que... des élus militants. Oui, parce que le mot militant, l'engagement, le mot militantisme, on s'est aperçu que voilà, il fallait employer des mots qu'on n'utilise plus forcément aussi aujourd'hui. Le militantisme, engageons-nous sur des... On s'engage, on a entendu tous ces mots, souvent, moi je les ai bien notés. Le mot engagement, c'est du militantisme. Oui, on est encore, malgré une loi de 2005. Nous sommes en 2024, l'année prochaine, cette loi, voilà, c'est son... Exactement, et on s'aperçoit que... Il y a encore des choses. Voilà. Parce que la loi, en fait, elle a été pour beaucoup, je caricature, mais elle se résume à, d'accord, ça va obliger à mettre des rampes partout, des ascenseurs et des trottoirs. Grosso modo, ça a été perçu comme ça. Et aucune commune n'a les moyens de faire ça. Donc il faut être plus malin. Cette loi, c'est la question de la citoyenneté qui est revenue en avant, qui est primordiale. C'est vraiment le squelette de cette loi, c'est la citoyenneté. Et surtout le droit à accéder à tous les espaces publics, mais pas que physiquement. Aussi, ça commence par les sites internet. Ça commence par tout. Un trouble auditif, tous les espaces publics. Et c'est la question vraiment de la citoyenneté. Et aujourd'hui, les résidents adultes
qui ont la capacité de pouvoir s'exprimer. On a quand même la présidente du CVS, Delphine, qui travaille avec nous, qui a cette capacité de s'exprimer et qui porte la parole de l'ensemble des résidents du foyer Clary, dit on n'est pas citoyen, pourtant on vote, on habite sur la commune. Et aujourd'hui, la question de la citoyenneté est essentielle pour nous. C'est-à-dire, nous sommes des citoyens au même titre que les autres. Nous avons une adresse. J'habite au foyer Clary, je reçois mon courrier, je consomme sur Comblanne, j'ai envie d'aller chez le coiffeur à Comblanne, mais je ne peux pas y aller parce que parfois on n'est pas adapté, parfois il faut qu'on m'accompagne, donc c'est le coiffeur qui vient. Donc sur une question, voilà, et la question de la citoyenneté, on est au soir dans un espace politique, un temps politique, et la question de la citoyenneté, elle est quand même relativement essentielle et c'est la base de la République, c'est la citoyenneté. Donc quand on parle du vivre ensemble, ça touche la citoyenneté simplement. Être citoyen dans son là où on habite, ça veut dire quoi? Qu'on soit fragile, qu'on ne soit pas fragile, qu'on soit vulnérable, qu'on ait des parcours de vie différents. Ça re-questionne cette question de la citoyenneté, c'est la base. Voilà. Merci de vous avoir écouté. Je vous ai dit que Sylvie était précieuse et toute son équipe, merci.